Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui on parle de l'entrepreneuriat, oser entreprendre et on parlera d'un entrepreneuriat innovant. On va en parler avec Patricia L'Excellent, déléguée générale d'Initiative France. Elle vient avec une étude passionnante. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, au cœur de l'actualité. Pourquoi travailler ? Bah oui, c'est un peu la question que se posent des millions de Français. On y reviendra avec Anthony Husneau. Il est chercheur, professeur des universités en sciences de gestion, Université Côte d'Azur. Et c'est un livre passionnant parce que, évidemment, il s'inscrit dans l'actualité du moment. Le cercle RH, le cercle des experts. On parlera bien sûr de la réforme des retraites, mais pas seulement, du débat sur la réquisition, du service minimum. Et puis on parlera du taux d'emploi, de l'emploi dans le secteur privé qui progresse. On fera le point avec nos experts. Ce sera dans le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, en partenariat avec Talents for the Planet, qui est un événement qui aura lieu le 22 mars au Parc Floral de Vincennes. On accueillera Salomé Gilbert, coprésidente de Déclic. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui dans cette rubrique de l'entrepreneuriat. Dieu sait qu'il tient une place importante en France. On en parle avec Patricia L'Excellent. Bonjour Patricia. Bonjour. Ravi de vous accueillir, déléguée générale d'Initiative France. Juste un mot, parce que vous venez avec une étude qui est passionnante sur l'état d'esprit des entrepreneurs, l'innovation sociale et écologique, mais un petit mot sur la structure Initiative France, parce que c'est intéressant que vous la mettiez en lumière. Vous faites des choses incroyables pour les entrepreneurs. Alors effectivement, le réseau Initiative France, c'est vraiment un réseau associatif très ancré sur les territoires, parce que ce sont 206 associations présentes partout en France, qui fonctionnent avec 1000 salariés, mais aussi l'implication de 22 000 bénévoles, qui vont accompagner et financer les créations d'entreprises partout en France. Et nous finançons chaque année, l'année dernière, on en a fait plus de 20 000 accompagnements et financements, 2 tiers en création, 1 tiers en reprise d'entreprise. Vous venez avec une étude OpinionWay, si je ne m'abuse. Non, c'est une étude interne que nous réalisons auprès de nos entrepreneurs que l'on a accompagnés. Ce qui ressort, c'est que, étude sur 1730 entrepreneurs, ouais. D'abord, la première chose qui est intéressante dans le contexte morose dans lequel on est, puisqu'on va avoir le débat dans quelques instants dans le cercle RH, il y a de l'optimisme chez les entrepreneurs. Ça, c'est génial. C'est flagrant. Effectivement, moi, je trouve que le premier enseignement, et ça, vraiment, ça souligne le fait qu'il faut oser entreprendre, c'est que 64% des entrepreneurs que l'on a accompagnés ces dernières années nous disent être plus heureux dans leur projet d'activité entrepreneuriale aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans leur précédente activité professionnelle. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un révélateur parce que ça répond à une envie d'indépendance, de sens et d'alignement dans ce qu'on a envie de faire tous les jours qui est effectivement très marqué. Et je voulais démarrer par cet optimisme parce qu'évidemment, il est matiné par la crise en Ukraine, par l'inflation qui vient de progresser, par les coûts énergétiques. C'est là, ça existe, on est bien d'accord. Alors, évidemment, les entrepreneurs rencontrent des difficultés suite à la crise en Ukraine. Le prix des matières premières, le prix de l'énergie, mais malgré ça, ils sont 61% à être dans un esprit hyper positif et combatif. Donc c'est très important de se dire il faut accompagner ce mouvement entrepreneurial. Et d'ailleurs, il n'est pas du tout en baisse, bien au contraire, puisque nous, on a fait plus 6% en emploi cette année et 7% en création d'entreprises. Alors, on va parler de l'entrepreneuriat qui est indissociable des enjeux sociaux, on va parler RSE, et sociétaux et écologiques. Ils en ont conscience. Est-ce que la problématique, c'est l'accompagnement de ces entrepreneurs ? Parce qu'en fait, ils sont citoyens et ils se disent on n'a pas le choix, il faut y aller. Mais comment faire ? Complètement, ils intègrent ça. Il y a ça en fait, c'est les 2 tiers des entrepreneurs que l'on a interrogés qui considèrent que l'impact, qu'il soit écologique, environnemental, social, sociétal et en termes de gouvernance, est aussi important dans leur projet que le résultat économique. Et donc, c'est le rôle d'un réseau comme le nôtre de pouvoir les accompagner dès la création et de les embarquer sur cet impact positif via leur entreprise. Parlons de l'accompagnement, parce que ça, c'est votre mission. C'est les bénévoles, c'est les salariés, c'est le réseau qui maille toute la France, il faut le rappeler. Ce n'est pas une entreprise parisienne, c'est toute la France. Et c'est très local, au plus près des besoins. Il y a un débat sur les femmes.
elles disent, quand on les interroge, c'est peut-être un peu plus compliqué pour nous en matière d'accompagnement, puis j'allais dire en matière d'organisation de vie. Ça, vous le confirmez aussi? Alors, pas tout à fait. Alors, on a des progrès à faire sur l'entrepreneuriat des femmes parce que, alors, nous, cette année, on est à 43% des projets que l'on a accompagnés qui sont portés par au moins une femme. En fait, le succès, c'est de se dire il ne faut pas rester seul. Il faut être accompagné, être bien financé. Et peut-être que les femmes, par contre, se mettent plus de freins elles-mêmes. Et pour passer ce cap-là, on a mis en place... Le plafond de verre, en fait, c'est plus de questions. Voilà. Et donc, on a mis en place un programme qui s'appelle Vie ma vie d'entrepreneuse, qui va permettre de mettre en relation une femme qui a un projet d'entreprise avec une femme dirigeante qui a eu ce parcours-là. Et elles passent une journée ensemble. Et à l'arrivée, 9 fois sur 10, les freins ont été levés. Et ensuite, on prend tout notre rôle d'accompagnement, de finalisation, de les aider à bien finaliser leurs projets, les rendre crédibles et les pousser à oser avoir un vrai plan de financement parce qu'elles ont tendance à être plus prudentes, peut-être plus économes et du coup peut-être sous-dimensionner leurs projets de financement. Et notre rôle, c'est bien de les booster, nous en tant que réseau initiative, et on a aussi la volonté de développer un accompagnement renforcé avec d'autres réseaux de l'entrepreneuriat féminin. On parlait des femmes, avec parfois cette peur, cette prudence que vous évoquez. 22% évoquent évidemment des difficultés, mais finalement ce n'est que 22%. D'autres considèrent qu'elles ont été accompagnées. De quoi, vous qui êtes vraiment au contact de leurs besoins, de quoi ont besoin dans les 3 priorités des entrepreneurs? C'est quoi leurs besoins? C'est le financement, c'est de la confiance, c'est d'avoir de la visibilité, c'est quoi leurs inquiétudes? Moi je dirais 3 choses. 1, le réseau. Tout le monde n'est pas né avec un réseau qui permet d'avoir tout de suite les contacts, on ne sait pas où s'adresser. Alors, justement, dans ce cadre-là, je voudrais signaler, on a lancé une appli mobile qui s'appelle la caméra. Mon Kit Entrepreneur, qui est une application gratuite que l'on va trouver sur tous les stores, qui va permettre en fait de faire les premiers pas, de se poser les bonnes questions. Et donc, à travers un parcours... Donc, on QR code, là. Vous téléchargez... On télécharge. Voilà. Et ça va vous poser une trentaine de questions. Et en fonction des réponses que vous allez donner, ça va vous proposer un parcours des premiers pas sur l'entreprise. Parcours personnalisé et puis conseil d'experts. Oui. Et ça vous permet, en fait, de co-construire votre projet, de le solidifier avant de venir à la rencontre d'une association initiative qui va là prendre le relais, vous mettre en relation avec le tissu économique local, c'est la suite. Un bon plan de financement, il faut vraiment oser au moment de la création avoir... Et nous, c'est notre rôle, nous on va intervenir avec un prêt d'honneur. Tout est gratuit, je le rappelle. L'accompagnement, le financement gratuit. C'est vrai. Prêt d'honneur à la personne qui va lui permettre, si elle n'a pas de capital personnel, d'investir dans son entreprise. Et puis, bien sûr, l'accompagnement, 3e levier important, ne pas rester seul sur les premières années. Et nous, on a un programme d'accompagnement sur les 3 à 5 premières années, pouvant aller même jusqu'à un parrainage ou un marrainage par un chef d'entreprise. Oui, parce que ce sont presque les 6 premiers mois, la première année où l'entreprise peut basculer et couler rapidement. Mettons les 3. Même les 3 mois, parce qu'on n'a pas prévu la trésor, parce qu'on s'est aperçu Mais il arrive, c'est une aventure géniale, mais il arrive plein aussi de difficultés. Donc, il faut pouvoir ne pas rester seul. Allez QR coder, prendre l'application lorsque vous décidez de monter votre entreprise, parce que c'est important de ne pas se tromper avant et de partir, évidemment, avec les bons outils. Merci, Patricia L'Excellent, d'être venue nous rendre visite, déléguée générale d'Initiative France, et puis aller sur le site aussi d'Initiative France. Il y a beaucoup d'informations à glaner. Merci. Vous trouverez l'association la plus proche de chez vous. Rappelons que le réseau est maillé et rappelons aussi que le président est Guillaume Pépi. Tout à fait. On le salue. Merci de nous avoir rendu visite. On va parler d'un sujet dans le livre de Smart Job qui est au cœur de l'actualité. On va parler du travail. On ne parle que de ça depuis des semaines avec cette grève évidemment contre cette réforme des retraites. On va accueillir l'auteur juste après le jingle. Le livre de Smart Job au cœur de l'actualité, puisqu'on parle beaucoup de travail versus réforme des retraites, contestation de la réforme des retraites, avec beaucoup qui s'interrogent sur la place du travail, la relation au travail.
un livre essentiel à lire si vous voulez y voir plus clair. Pourquoi travailler avec un point d'interrogation? Bah oui, c'est une question qu'on peut se poser. Place et rôle du travail dans un monde en mutation. Et j'accueille son auteur, Anthony Husneau. Bonjour Anthony. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Là, vous tombez à point nommé avec ce livre. Vous êtes professeur des universités en sciences de gestion à l'université Côte d'Azur, c'est-à-dire du côté de Nice. Et vous avez écrit ce livre que je trouve vraiment génial parce qu'il pose les cadres du travail. Dans l'introduction, déjà, vous nous posez le cadre. Il y a le mot, l'étymologie du mot, tripalium. Et puis la page suivante, vous dites, mais il y a peut-être une autre version aussi, c'est travel, voyage, qui n'est pas la même chose. Parce que tripalium, c'est la torture, et le voyage, c'est l'émancipation. Est-ce que ça pose déjà les bases de la relation au travail? Oui, je pense que il y a toujours eu cette tension, c'est-à-dire le travail est souvent vécu comme une forme de contrainte, sinon parfois, encore aujourd'hui, une forme de souffrance. Mais c'est aussi par le travail qu'on peut apprendre, qu'on peut s'épanouir. C'est aussi à travers le travail qu'on lie des relations avec les autres, qu'on peut participer à la vie de la société. Pourquoi travailler Vous vous êtes posé la question à l'aune de la crise Covid, parce que ce livre a dû être écrit dans cette période. Est-ce que ça a fait émerger chez vous, le chercheur et le professeur, cette question, ou c'est une question qui vous traversait, vous, à titre personnel, bien avant la crise Covid? Parce que la crise Covid, elle a posé ça sur la table. Pourquoi je travaille? J'ai eu 3 mois de confinement, j'ai plus travaillé, ou je suis allé à la campagne. Est-ce que c'est cette crise Covid qui vous a fait émerger l'idée du livre? En fait, pas vraiment. L'idée du livre a émergé finalement en échangeant avec mes étudiants. Je me suis rendu compte que mes étudiants se formaient aux techniques du travail, au marketing, aux ressources humaines, à la finance, à la comptabilité, mais à aucun moment ils pouvaient se questionner sur le travail. Qu'est-ce que c'est que cette activité que l'on doit faire pendant plus de 40 ans de notre vie? Un peu plus même. Un peu plus maintenant, Ouais. bientôt presque 45. Qu'est-ce que c'est que cette activité? Quel est son rôle dans notre vie, dans la société? Quelle est la place du travail? Et qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces années que l'on va consacrer au travail? Mais le chercheur que vous êtes et celui qui avait contact avec ses étudiants, parce que vous enseignez, vous êtes fait une religion, parce que le lecteur, vous le laissez, vous ouvrez quand même beaucoup de portes. Est-ce qu'on se fait une religion? Est-ce que vous êtes fait une religion sur la relation au travail? Est-ce que depuis maintenant presque 1 an, et j'ai envie de dire presque plus, on est en train de remettre en question notre rapport au travail? Alors, vous dites qu'il n'y a pas de paresse. Il y a un chapitre où vous dites, attendez, les Français ne sont pas paresseux, ils ont envie de bosser quand même. Oui, tout à fait. Tout d'abord, c'est très difficile d'avoir une opinion unique, j'ai envie de dire, sur le travail. Le travail, c'est une activité qui prend des visages très différents. Il y a des réalités très différentes. Les éboueurs dont on parle actuellement vivent leur vie professionnelle de façon très différente d'un journaliste ou d'un chercheur. Tripalium et Travel. Il y a toujours cette tension, de toute façon, entre les deux. Donc, si vous voulez, le travail est une activité qui prend 1000 visages, et c'est ça qui rend à la fois le sujet passionnant, Complexe. mais en même temps extrêmement complexe. On va vers quoi? Parce que à la fin du livre, vous évoquez la financiarisation de notre économie dans les années 70, le fait qu'il fallait beaucoup de capital et que tout d'un coup, le chef d'entreprise s'est trouvé dépossédé. On est dans quelle étape dans l'évolution du travail? Parce qu'il y a eu le travail industriel, il y a eu le travail des champs. On en est où là? On va vers quoi et on en est où? Je crois qu'on passe du travail comme une forme d'aliénation, c'est-à-dire le travail salarié où on mettait à disposition son temps, son corps, ses compétences à disposition d'un employeur, au travail, et je crois que c'est une des grandes revendications contemporaines, au travail comme une forme d'épanouissement. Et c'est ce qu'on voit dans les études, notamment les études qui sont conduites auprès des plus jeunes, c'est que les plus jeunes, qui sont aussi beaucoup mieux formés que les générations précédentes, aspirent à un travail à travers lequel ils vont pouvoir se développer personnellement. Mais il y a quand même un phénomène, et contre lequel d'ailleurs les jeunes, finalement, à leur manière, la génération Z pousse, est en train de faire tomber les murs, mais ce que vous-même avez vécu, parce qu'avant d'être à Nice, vous êtes passé par une université au Luxembourg, si je comprends bien. À Dauphine, Paris-Dauphine. À Paris-Dauphine, mais en page 148, vous avez un directeur qui vous dit il va falloir que tu comptes ton temps. Et dans le livre, vous dites, mais moi-même, je me retrouve impacté par quelqu'un qui essaie, alors que je suis chercheur, de calculer et de rendre à la fin de l'année quelque chose qui ressemble à un tableau Excel sur les heures. J'ai le sentiment que ça vous a choqué.
Oui, alors, je raconte, cette anecdote. Quand j'étais là, effectivement, jeune chercheur au Luxembourg, où il nous fallait remplir, en fait, ce qu'on appelle en anglais des timesheets, des feuilles de temps, et tout le paradoxe qu'il y a entre le temps effectif de travail et le temps qu'on nous obligeait à reporter sur ces feuilles. Et finalement, en fait, cet outil-là ne servait pas à gérer le temps de travail du travailleur, mais plutôt il servait à justifier des budgets, justifier du management, etc., etc. Mais une dernière question, parce que je vous invite vraiment à lire ce livre qui est à la fois très documenté, très historique et en même temps prospectif. Mais on va vers un rapport au travail sous contrat, où vous pensez qu'à travers l'aune et la relation de vos étudiants, on est en train de déréguler aussi ce rapport de contrat, qu'aujourd'hui on a envie de travailler, mais pour soi, dans son temps, à son rythme. Est-ce qu'on n'est pas en train de totalement déréguler le travail, sans le faire disparaître d'ailleurs ? Le travail est en train d'évoluer, bien évidemment. La relation au travail est en train d'évoluer. Alors ça, c'est une idée qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais on peut dire que quelque part, surtout les jeunes générations, deviennent avant tout entrepreneurs d'eux-mêmes. Quelque part. C'est-à-dire qu'on veut bien être salarié, on veut bien travailler pour quelqu'un, mais pourvu que ça serve aussi nos intérêts personnels et youtubeur, professionnels. Influenceur. Sans être indépendant, en fait. Sans être un auto-entrepreneur, on peut avoir quelque part, j'ai envie de dire, cette mentalité, en fait, d'entrepreneur. Donc ça veut dire que le monde change aussi à l'intérieur de nous-mêmes, puisqu'avant on était quand même très lié au salariat, on voulait devenir fonctionnaire dans les années 80, 90, 2000. Quand on sondait les Français, ils voulaient se protéger en étant fonctionnaires. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quand même l'esprit d'entreprise et de conquête. Oui, tout à fait. C'est le sentiment que j'ai. L'esprit d'entreprise et de conquête, mais qui ne passe pas forcément par l'entrepreneuriat. C'est encore, comme je disais, c'est surtout un état d'esprit, en fait. Plus que forcément des pratiques entrepreneuriales, même si l'entrepreneuriat a le vent en poupe, notamment parmi les jeunes et notamment, attention, les plus diplômés. Oui, bien sûr, qui vont passer le cap sans passer par l'entreprise, en créant directement leur entreprise. Lisez ce livre. Pourquoi travailler ? Vous allez revoir la couverture, édition EMS, important de citer l'éditeur, place et rôle du travail dans un monde en mutation, écrit par Anthony Husneau, qui nous a fait le plaisir de monter du sud vers le nord. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On fait une courte pause et d'ailleurs on va parler du travail encore, de la grève évidemment des grévistes, des éboueurs, du rapport au travail avec une étude Cevipof très intéressante qui a été publiée il y a quelques jours, étude européenne justement sur le rapport au travail, Italie, France, Allemagne. Comment les Français se ressentent par rapport à leur travail ? On va en parler avec nos invités, c'est le cercle des experts juste après la pause. Le cercle RH et les experts de Smart Job, comme chaque semaine, pour parler de tous les sujets d'actu, avec évidemment un sujet en particulier. Alors peut-être que vous n'êtes pas tous concernés, vous qui nous regardez, par les détritus, les poubelles qui s'entassent, mais il y a déjà plusieurs villes, là, au moment où on se parle, qui sont bloquées, en tout cas surchargées de détritus. Réquisition, service minimum, les mots ont été posés notamment par le ministre de l'Intérieur. Réquisitionner, mais comment ça marche ? Ça marche pour évidemment les sites pétroliers, les sites de défense. Est-ce que ça peut fonctionner avec des éboueurs? La question est posée. Et puis on parlera évidemment de l'emploi, parce qu'au moment où bien les grévistes continuent à maintenir la pression, eh bien l'emploi privé progresse et le moral des chefs d'entreprise, en tout cas des entrepreneurs, est plutôt au beau fixe. Est-ce qu'il faut y voir un paradoxe? Mes invités sont là. Marine Balançard, ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice générale du cabinet Ariséal, avec beaucoup d'articles récents publiés, dont le dernier, peut-être me trompais-je, sur l'illettrisme ou sur les... C'est sur la dyslexie, ce qu'apportent les dyslexiques à l'entreprise, et notamment leur créativité. Absolument. Et leur génie. Article que j'ai lu dans les Échos. Dans les Échos, article que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Olivia Copin, ravie de vous accueillir, fondatrice du cabinet Juste Business, enseignante au CELSA, ravie de vous accueillir. Et Jean-Michel Garrigue est avec nous, directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Bonjour. Bonjour. Commençons par le début. Alors, mettons de côté ce mouvement social qui explique que, quoi qu'il arrive, il va continuer à manifester, quoi qu'il arrive, je précise bien, 49.3 ou pas. La question de la réquisition, parce que vous êtes des Parisiens, enfin je veux dire,
dévoile pas un secret en le disant, vous avez vu ces poubelles. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur devant les atermoiements de la mairie de Paris sur réquisition ou pas? On réquisitionne ou pas, Olivia Copin? Je vous vois froncer les sourcils. Je vous vois douter même. C'est une question qui est délicate, puisque évidemment le droit de faire grève, c'est un droit constitutionnel. Après, est-ce qu'on exerce ce droit? Est-ce qu'on en abuse? En tout cas, la question de la réquisition s'oppose par rapport en fait, à la gravité de l'atteinte. Là, on a quand même une atteinte sur la salubrité. Les rats. Les rats, une atteinte aussi à la sécurité, parce que je rappelle que, en tout cas, moi, l'arrondissement dans lequel je vis, on est submergé de déchets. Donc les trottoirs ne sont pas praticables. Donc on marche sur les routes. Je ne parle même pas des personnes à mobilité réduite. Comment elles font pour se déplacer. Et puis il y a aussi une inégalité, c'est-à-dire si on habite dans une ville ou dans une autre, si d'un quartier à l'autre, et puis surtout finalement le droit de grève, il permet de défendre des droits qui nous concernent tous. Là, je pense qu'aussi les Français ont peut-être le sentiment qu'il s'agit de certaines professions qui vont défendre leurs privilèges, et elles ont le droit de le faire. Je ne serai pas là pour commenter si c'est juste ou pas, mais en tout cas, il y a quand même ce sentiment d'injustice, et je ne suis pas sûre que les Français vont tenir longtemps. Marine, Jean-Michel, juste une précision, il faudrait 3000 éboueurs, c'est intéressant, le nombre de salariés pour ramasser le volume de poubelles, et précisons que ce sont les centres d'incinération qui, sur 3, 2 sont fermés, bloqués, et les sorties de camions, pour être vraiment précis, et ce n'est pas que les éboueurs qui font grève sur les sites dans les arrondissements de Paris. On réquisitionne, oui ou non? Parce que ce n'est pas la même réquisition que pour le pétrole, lorsque les sites pétroliers sont bloqués, ce n'est pas le même droit qui s'applique. Oui, ce que vous décrivez, c'est la chienlit, en fait. Comme disait le célèbre général de Gaulle. Comme disait le célèbre général de Gaulle. Donc oui, il faut réquisitionner. Je crois que c'est ce que le ministre de l'Intérieur vient de faire ou est sur le point de faire. Vient d'annoncer. Oui, parce qu'il y a des problèmes de salubrité. Il y a aussi un problème, moi, qui m'a frappé, de psychologie, parce que Emmanuel Macron vient de tweeter la scène propre pour les Jeux Olympiques 2024, avec la photo d'un Paris rutilant et une scène dans laquelle on pourra tous se baigner en 2024. 1,4 milliard de coûts. Mais la réalité, c'est pas ça. Ça, c'est le rêve. D'ailleurs, un Français sur 5 pense qu'on n'arrivera pas à organiser les Jeux Olympiques, qu'on n'est pas équipé, qu'on ne va pas réussir. Et donc, il tweet là-dessus. Mais la réalité, c'est pas du tout ça qu'on vit à Paris. C'est une insalubrité chronique, plus la grève. Donc, ça se rajoute à une situation qui était déjà pas exceptionnelle et qu'on reproche beaucoup à Anne Hidalgo. Mais Anne Hidalgo, accablée par le ministre de l'Intérieur, par les députés Renaissance de Paris, mais au-delà de ça, la réalité des éboueurs, parce qu'en fait, il y a le débat autour de la pénibilité, puisque ces éboueurs, quand on leur tend le micro, pour ceux qui veulent répondre, certains d'ailleurs ne veulent pas répondre, ils disent « mais moi, je ne veux pas travailler 2 ans de plus sur un métier, en faisant ce métier très pénible ». Ça pose quand même des questions, ce rapport aux détritus, aux déchets. Parce qu'on avait un invité il y a quelques instants dans le livre qui nous parlait de l'étymologie du mot travail. Soit c'est une torture, soit c'est un travel, donc un épanouissement. Là, on est plutôt dans le tripalium, on est plutôt dans le métier qui n'émancipe pas un homme quand même. Vous voyez, leur revendication, elle se tient. Oui, ce qui me paraît quand même toujours un peu étonnant, c'est que, d'abord, c'est la corrélation assez amusante entre les réformes des régimes de retraite et la grève des éboueurs. Parce que ça fait, à chaque fois, ça fait 25 ans qu'on les a. Et je pense qu'aujourd'hui, pas plus qu'hier ou qu'avant-hier, la situation ne sera réglée. On ne va pas aller vers une modification de l'exercice du droit de grève, du service minimum, de la réquisition, le temps qu'on essaie de régler ça. Service minimum, vous y croyez sur ce type de... Parce que le service minimum sur les transports, on l'entend, ça existe déjà, mais est-ce qu'on pourrait imaginer un service minimum du ramassage des bennes? Dans l'absolu, oui, mais que va-t-il se passer? Le temps qu'on s'en préoccupe, la grève va se terminer dans quelques semaines. Et on n'en parlera plus. On n'en parlera plus jusqu'à la prochaine grève de ramassage des déchets qui sera dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, on n'en sait absolument rien. La question reviendra sempiternellement sur la table et on ne la réglera pas non plus. Juste avant de nous quitter, parce qu'il y a un sondage très très intéressant du Cevipof qui fait une étude sur le rapport au travail entre les différents pays européens, qui est très riche et qui fait écho d'ailleurs au débat des retraites. Vous n'avez pas évoqué la disparité entre les régies publiques et les régies privées, parce que ceux qui sont ramassés par des régies privées nous disent, quand on les croise,
Moi, ma rue est plutôt ramassée, j'ai plus de poubelles. Mais pour les régies publiques, ça pose aussi le débat qu'on a dans les retraites. Égalité des régimes, les boîtes privées ramassent les poubelles. À Paris, d'ailleurs, il y a certains arrondissements sont concédés à des prestataires privés et donc qui sont ramassés. Oui, globalement. Voilà. Et ce qui est donc assez surréaliste, enfin, moi qui circule beaucoup dans Paris pour des rendez-vous. Donc il y a une efficacité des régies privées. On passe de rues propres à 2 rues à côté débordantes de poubelles et de déchets. Non, mais je soulève un débat un peu politique. La culture, de toute façon, le droit de grève, et on le sait, est beaucoup moins employé dans le privé que dans le public. C'est pas la même culture, c'est pas le même, c'est pas la même façon d'aborder le travail. Et puis, oui, je pense que ça pose la question de privatiser ce type de service, parce que, il faut quand même se poser. On est quand même dans une capitale. D'un des plus grands pays, grand pays européen, la ville monde, la ville monde, et on paye quand même des charges qui sont conséquentes sur Paris, et on se retrouve avec des rues qui sont impraticables. Donc, à un moment donné, je pense que ça pose problème en termes de sens. Marine, un tout dernier mot, parce que j'aimerais vous présenter ces chiffres, je sais qu'ils vont vous intéresser. Régie privée, régie publique, qui est posée d'ailleurs, excusez-moi, je ne vais pas faire de métaphore, mais entre les régimes spéciaux et les régimes des salariés du privé. Enfin, ça ressemble un peu à cette idée-là. C'est-à-dire deux temps de mouvement, mais je crois que efficace et inefficace. Le journal Les Échos a répondu. La tonne de déchets ramassés, c'est 127 € quand c'est le privé, et c'est 170 € quand ce sont les régies publiques. Donc, il y a non seulement une efficacité, un rapport au travail différent et un coût moindre. Alors c'est peut-être un peu brutal ce que je dis. Voilà, mais non, mais parfois c'est un vrai sujet. Fin justifie les moyens. Le coût du ramassage. Dans les secteurs publics, la grève, c'est pas un instrument, c'est pas un outil, c'est une arme. On est de suite dans le rapport de force, et donc du coup c'est très politisé. Donc ça empêche finalement le débat, la négociation. Pourquoi pas améliorer les conditions de vie finalement de ces personnes-là? On a automatisé aujourd'hui les poubelles, c'est-à-dire qu'il y a 40 ans c'était pas la même pénibilité. Non, il y a des aides effectivement. La poubelle est posée sur un et remonte. Et, juste avant de quitter ce sujet, lisez donc, vous l'avez sûrement lu, l'article de Gaspard Koenig, sa tribune dans les Échos chaque jour, qui est toujours un moment, c'est grève des éboueurs ou le compost. Parce que quand on voit le volume de nos poubelles, peut-être qu'on pourrait réfléchir aussi à organiser autrement la gestion de nos déchets. Parenthèse. Étude OpinionWay Cevipof. Regardez ces chiffres, ça va vous passionner. Le travail occupe-t-il une place importante dans votre vie? Parce qu'il y a le débat sur la paresse. Les Français seraient paresseux? Non. Dit cette étude, les Français ne sont pas paresseux. Le travail occupe-t-il une place en Italie? 87%. En France, 72% des Français considèrent que ça tient une place importante. En Allemagne, 72%, égalité, et Royaume-Uni, 71%, c'est-à-dire les chiffres équivalents, à part l'Italie qui se distingue. Donc les Français sont attachés à leur travail. Je pense qu'il faudrait un peu nuancer les chiffres en fonction des générations. Je crois que les jeunes générations ont une relation au travail qui est déjà différente et qui le sera de plus en plus au fil du temps. Sans être fainéant, Jean-Michel, je m'autorise. Ah non, mais sans être fainéant du tout. Ils ont un rapport différent, mais ils veulent travailler. Ils rééquilibrent le rapport de force, si je puis dire, entre temps privé, temps professionnel, entre activité personnelle et loisirs, et puis exercer une activité professionnelle. Ça va être, je pense, de plus en plus le cas. Ceux qui, les boomers, par exemple, ont plutôt été éduqués dans tout pour le travail, parce que leurs parents étaient comme ça. Voilà. Ce rapport au travail évolue. Alors, la pandémie a quand même été une rupture profonde. Clairement. Et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui, avec le développement du télétravail, des modes différents d'organisation du travail, etc., ne serait-ce que de ce point de vue-là, le lien entre l'individu et le travail évolue. Marine et Olivia, il y a une deuxième animation qui est passée, je ne sais pas si vous avez le temps de la voir, mais qui vient prolonger la première sur le sentiment de reconnaissance. En Allemagne, 57%, au Royaume-Uni, 53% des personnes interrogées sont reconnues dans leur action. En France, seulement 42%, on le revoit. Est-ce que le fond du débat dans sa relation au travail, ce n'est pas le travail en lui-même, c'est l'amour que l'on reçoit, ou en tout cas la générosité qu'on peut avoir, les mots qu'on peut recevoir lorsqu'on le fait? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Et puis, je pense que la place qu'occupe le travail, elle est aussi importante. Enfin, je ne pense pas qu'elle a vraiment évolué. Ce qui a vraiment changé, c'est que justement aujourd'hui, le travail est tellement important qu'on attend de lui qu'il ait du sens, qu'il respecte l'écosystème, qu'il nous permette d'avoir un cadre de vie, de vivre avec dignité. Et effectivement, ce problème de reconnaissance, je pense qu'elle dénote plus un autre sujet sur en fait la crise managériale qui existe particulièrement en France par rapport à d'autres pays comme les pays anglo-saxons, où c'est une
une autre manière d'aborder les choses, peut-être moins verticale. Et la France, elle est en train d'entamer cette révolution-là. Mais du coup, je pense que le manque de reconnaissance, c'est surtout lié en France par rapport à ce problème managérial et aussi par un problème d'éducation. Rappelons qu'aussi en France, on est un pays où on consomme beaucoup d'antidépresseurs. Il y a aussi un rapport à l'autorité qui est différent. Il y a plus de problèmes de confiance en soi. Donc je pense que ça se joue aussi dans le rapport qu'on a ensuite. Vous en pensez quoi, Marine Balançard, sur cette question-là de la reconnaissance? J'aime mon travail, mais j'ai mon manager ou j'ai la direction qui ne reconnaît pas ce que je fais, quoi. Oui, il y a un problème de reconnaissance. Vous dites amour, vous l'appelez amour, mais c'est vrai de considération. Et je note que toutes les études depuis le Covid montrent une intense souffrance psychique, en particulier des managers, des femmes et des jeunes. Et ça va jusqu'à 40% des salariés qui dénoncent cette souffrance ou qui témoignent de cette souffrance psychique intense. Je rappelle toujours que les burn-out sont multipliés par 3. Donc, quelqu'un qui fait un burn-out a toujours en plus énormément de mal à revenir. Et dans le même temps, les Français souffrent, mais disent ce qui diminue la souffrance psychique, c'est le travail. À 90%, ils disent ça. Évidemment, parce que c'est un moyen d'émancipation, c'est un moyen de s'épanouir dans la vie, et c'est un moyen surtout de gagner sa vie. Donc, il y a en fait cette ambiguïté, ce paradoxe immense entre le travail va me libérer et en même temps il me fait souffrir intensément en France et particulièrement depuis le Covid. Rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, il y avait, je ne sais pas si vous avez vu cette petite phrase, parce qu'on aura le temps d'en faire un débat, mais c'est Bruno Retailleau sur France Inter, là... il n'y aura pas de CMP conclusif s'il n'y a pas de CDI senior. C'est intéressant parce que la CMP, c'est la commission mixte paritaire, espèce de deal entre sénateurs et députés pour valider la loi. Il dit, attends, s'il n'y a pas de CDI senior, quoi, c'est une manière de se défausser ou vous y croyez vraiment, vous tous les trois, à cette notion de CDI senior, d'un mot? C'est presque plus une question politique qu'une question réglementaire. Le gouvernement dit en ce moment aux Républicains, demandez-moi ce que vous voulez, on vous l'accorde. On vous sert, oui. Mais vraiment, c'est open bar. Les voix sont tellement précieuses pour faire passer le texte, pour éviter le 49-3. Donc, le cheval de bataille des Républicains, et notamment de M. Retailleau, c'est l'emploi des seniors, où effectivement la France n'est pas le pays le mieux placé, loin s'en faut. Et donc, le CDI senior, qui est en fait une forme dérivée de ce qui existe dans d'autres pays européens, pourrait être une solution. Vous avez vu aussi que le gouvernement prévoit de libéraliser encore davantage le cumul emploi-retraite. Oui. Jusqu'à présent, on cotise à l'assurance vieillesse, mais on n'acquiert pas de points de retraite. Désormais, là, on pourra en avoir. Alors qu'on a déjà liquidé sa retraite et qu'on l'aperçoit, on pourra continuer à acquérir des points. D'ailleurs, je me fais confiance aux gens de l'INSEE pour essayer de s'en sortir. Mais voilà, oui, donc au Conseil constitutionnel. En ce moment, les Républicains font de nombreuses demandes. C'est le prix à payer pour leur vote. Avant de nous quitter, plus 0,2, alors c'est faible, mais c'est intéressant à signaler, plus 0,2%, c'est l'emploi salarié privé qui progresse de 0,2 au 4e trimestre 2022, avec 44 400 créations nettes d'emplois, au moment où les images des grandes chaînes nous montrent un mouvement social qui bloque les villes, globalement, les chefs d'entreprise continuent à avoir le moral, à embaucher et à développer. Vous êtes plus contrasté, Marine Balançard. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça progresse encore un petit peu, mais 2 fois moins qu'au 4e trimestre de l'année d'avant. Donc ça ralentit. Et il y a quand même des très forts signaux, il me semble, avec la remontée des taux, le début de crise. À 6,3. Il y a un début de crise dans l'immobilier, l'inflation, il y a quand même des faillites de banques. Il me semble qu'il y a beaucoup de signaux précurseurs de choses qui devraient faire baisser le moral. Et en tout cas, c'est un peu inquiétant pour l'emploi. Je pense que de toute façon, oui, on est dans pessimiste, une France je pense que c'est un morcellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une école à 4 vitesses. Et pareil, du coup, il y a la perception qu'on a par rapport à la difficulté. La crise n'a pas touché les Français de la même manière. Clairement. Donc, vous avez des Français dont la vie a complètement basculé et d'autres pour qui il y a eu de nouvelles opportunités, de grandir. Donc, je pense que ces chiffres-là m'étonnent pas. Une société à 2 vitesses dont on entend parler depuis une trentaine d'années. Voilà, et c'est intéressant quand vous mettez en paradoxe comme ça, c'est la grève, cette France salariée avec à côté une France qui continue de prospérer. On est vraiment dans ce paradigme. Vous êtes d'accord, Jean-Michel? C'est-à-dire qu'au moment où des Français manifestent pour moins travailler et aussi pour revendiquer finalement plus de pouvoir d'achat, il y a une autre partie de Français, de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, pour qui tout va bien et qui continuent à créer de la richesse, à se développer. Même si Marine Balançard, et c'est vrai, considère que ces chiffres ne sont pas aussi bons que cela. Dans une situation idéale,
on ferait parfaitement coïncider l'exercice légitime du droit de grève et la poursuite d'une activité économique normale. Qui n'impacte pas autant que ça l'économie, quand on regarde. Qui n'impacte pas autant que ça l'économie. Mais quand vous entendez des responsables politiques de premier plan appeler à ce que la France s'arrête et à casser les reins de l'économie pour faire plier le gouvernement... Bloquer l'économie, oui. On se demande où se situe la responsabilité citoyenne dans ce genre de harangue, qu'elle vienne d'ailleurs d'un bord ou de l'autre. Ce n'est pas l'objet de ma remarque. C'est le fait de dire, c'est déjà un miracle, je trouve, que même si, comment dirais-je, les signaux d'alerte se multiplient, c'est un miracle qu'on en soit encore aujourd'hui, en mars 2023, à un niveau d'activité économique qui n'est pas si mauvais que ça, de morale des chefs d'entreprise qui reste encore relativement correct. Attendons les mois qui viennent. Non, vous restez sur votre ligne. Non, mais les prix parce que 44 400, vous dites, c'est finalement faible par rapport à ce qu'on a eu au trimestre précédent. Oui, c'était 83 000, je crois. Moi, je trouve que les chefs d'entreprise sont très gênés toujours par les prix de l'énergie. Enfin, tout ça n'a pas changé. Le prix de l'essence, la gestion du télétravail, ils surveillent un peu les salariés à distance, mais il y a quand même un petit désengagement. Je ne trouve pas du tout que les chefs d'entreprise aient le moral, à part ceux du CAC 40. À part celui du CAC 40, et voilà. effectivement, et avec la des tech résultats... est touchée aux États-Unis. Je ne sais pas ce que ça va avoir comme impact sur la France. Oui, on va pas avec la faillite de SVB. Voilà, les effets de SVB sur le milieu de la tech, entreprises de la tech en particulier. Mais oui, sur le financement, sur ces... À suivre, en tout cas, on verra ce que le mouvement social... D'abord, si le mouvement social se poursuit, ça c'est la grande question. Combien de temps il se poursuit? Dans quelles conditions il se poursuit? Ça, c'est les interrogations qu'ont les chefs d'entreprise aussi, évidemment, sur le blocage des matières premières, du pétrole, puisque la plupart des syndicats et l'intersyndicale continuent à maintenir la pression pour des mouvements ciblés et, disent-ils, faire augmenter et prospérer ce mouvement social. Merci à vous trois. Merci d'être venus nous rendre visite. Merci à vous, Olivia Copin, fondatrice du cabinet Just Business, enseignante au CELSA. Merci à Marine Balançard, directrice générale d'Ariséal, du cabinet Ariséal. Et merci à Jean-Michel Garrigue, directeur associé en charge DRH au cabinet BLB Associés. Merci à vous trois. À suivre notre rubrique, la dernière de notre émission, Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, et comme pour toute cette semaine avec le partenaire Talents for the Planet, qui est un événement qui aura lieu à partir du 22 mars prochain au Parc Floral, c'est à Vincennes, sur la formation, les emplois impact, sur la manière dont les entreprises aussi peuvent transformer le monde. Et on accueille Salomé Guilbert. Bonjour Salomé. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes une jeune coprésidente de l'association Déclic. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Vous êtes étudiante par ailleurs à Sciences Po. D'abord un mot sur Déclic, parce que on l'entend beaucoup aujourd'hui, les jeunes, et vous les incarnez, font des plaidoyers sur des sujets. Alors Déclic, c'est quoi exactement? Alors Déclic, c'est une association qui a été créée en 2020, pendant le premier confinement, avec l'idée de se dire qu'est-ce qu'on met en place pour faire advenir le fameux monde de demain dont on parlait beaucoup à l'époque, monde de demain qu'on continue de soutenir. Et donc nous, Quel monde d'aujourd'hui d'ailleurs? Quel monde d'aujourd'hui, oui, tout à fait. On passe notre temps à repousser le monde de demain. Oui, c'était vraiment l'idée. C'était plutôt dans l'idée de confinement où la société est à l'arrêt, mais aujourd'hui, on essaye de faire advenir ce monde en élaborant des propositions pour la transition écologique et sociale. Dans le jargon aussi de ces militants, des personnes engagées sur ces sujets, vous en faites partie, c'est quoi le plaidoyer? Qu'est-ce qui est différent d'une revendication? Le plaidoyer, ça va être vraiment l'ensemble des actions qui vont permettre d'aller dialoguer directement avec les autorités à même de prendre des décisions, en fait. Vous portez donc des sujets qui sont importants. Vous serez présent, vous en tout cas l'association, pas vous physiquement, mais votre association, vous serez présent. Pourquoi? Pour éduquer, pour convaincre, pour évoquer les sujets que vous portez? Oui, pour pouvoir déjà présenter notre association et les techniques qu'on met en place, et également pour inviter l'ensemble des jeunesses à s'en saisir, puisque finalement c'est vraiment l'idée d'aller porter les voix des jeunesses et de dire qu'elles ont leur place à la table des négociations. Alors entrons dans le cœur du sujet. Quels sont les sujets clés que vous portez? Quelles sont les thématiques clés? Parce que finalement, même si le mot est peut-être impropre, c'est une forme de lobbying et de pression sur les pouvoirs publics, sur les entreprises. C'est bien cela dont il est question. Voilà, exactement. C'est l'objectif, c'est vraiment d'aller porter nos propositions qui sont, et entamer un dialogue autour d'elles. Propositions qui sont très vastes, qui vont des thématiques de l'agriculture à les thématiques de la culture, en passant par le numérique. Donc vraiment un large gamme d'éventail. Vous travaillez sur quoi là? Qu'est-ce que vous allez pouvoir présenter là à Talents for the Planet? Concrètement, vous allez dire, voilà, nous on a un plaidoyer sur ce sujet. C'est quoi
quoi le sujet sur lequel vous êtes là en priorité? Alors, on travaille sur plein de thématiques en même temps. Donc, il y a les projets de loi qui vont venir, il y a les projets de loi qui sont passés. On a notamment travaillé sur la loi climat et résilience et aujourd'hui, on travaille notamment autour de l'idée de porter un affichage environnemental qui est ambitieux pour indiquer l'impact des produits. Un mot quand même pour être concret, Salomé, l'empreinte environnementale, l'impact environnemental du numérique. Parce que ça, c'est un sujet que vous portez aussi. Je vois sur les réseaux sociaux des acteurs importants d'ailleurs du milieu qui disent attention quand vous streamez c'est tant de carbone. Est-ce que ça c'est un sujet, vous qui j'imagine être connecté comme tous vos amis, collègues, étudiants, est-ce que c'est un sujet essentiel ça pour vous? Oui, la transition du numérique et son impact c'est un poids essentiel. Par contre, attention, l'empreinte la plus importante du numérique c'est la construction des terminaux à 75%. Avec environ. Les composants. Avec les composants qui ont des retombées écologiques importantes mais aussi sociales dans les pays d'extraction. Concrètement là aujourd'hui l'association est composée donc de membres bénévoles, si j'entends. Oui. Qu'est-ce que vous attendez? Vous lancez un appel peut-être grâce à cette télévision sur l'idée que vous recrutez, vous cherchez des forces vives, vous cherchez quoi et qui? On cherche des personnes qui en fait sont motivées et déterminées et qui ont une sensibilité du coup écologique, sociale et qui ont un intérêt aussi qui ont la volonté en fait de porter leur voix auprès des personnes à même de prendre des décisions. En fait, on accueille une large gamme de personnes qui en réalité derrière vont pouvoir venir se former chez nous à ces techniques-là et à ces enjeux aussi. Et tiens, Salomé Guilbert, parce que vous êtes avec nous et vous incarnez aussi cette fameuse génération Z comme ça, dont on parle beaucoup mais qui n'est pas incarnée. Vous êtes avec nous, ça marche comment vos réunions? Chacun parle, chacun s'exprime, vous venez avec des documents, vous les préparez avant. À quel moment et comment se construit un plaidoyer? Alors, c'est tout un travail de préparation effectivement en amont. Tout d'abord, on va identifier les enjeux qu'on souhaite porter et nos objectifs. Donc ça, c'est tout le travail de mise en proposition de nos idées. Donc vraiment identifier pourquoi c'est important et comment on veut mettre cela en place. Ensuite, il faut bien s'entourer aussi, parler avec des acteurs, etc. et bien s'entourer. Des experts? Les experts, nos propositions sont élaborées en échange direct avec les experts sur ces thématiques-là. Et ensuite, il faut aussi identifier les personnes à qui il faut aller parler pour pouvoir échanger sur ces enjeux-là. Et ensuite, avoir l'éloquence que vous avez, malgré vos 22 ans, me semble-t-il, de pouvoir aller sur des plateaux de télé et aussi de pouvoir avoir face à vous des députés, des présidents de commission avec lesquels vous avez des échanges. Parce que c'est ça la finalité comme de votre travail. Effectivement, Déclic a des échanges avec toutes ces personnalités-là. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas des professionnels à la base. On n'a pas cette habitude-là et on l'acquiert en faisant directement les choses. C'est vraiment de dire... On n'est peut-être pas encore totalement à la table des négociations, mais on va s'inviter et on va oser y aller. Donc, c'est vraiment le message. Juste un petit mot, vous vous situez où dans les débats de radicalité autour des questions d'écologie, extinction, rébellion, qui sont portés d'ailleurs par des mouvements de jeunes très actifs? Est-ce que vous dites c'est pas la méthode qu'on utilise, ou est-ce que vous dites après tout c'est une des méthodes pour faire avancer le sujet? C'est une des méthodes en fait. On a besoin de toute cette gamme d'actions possibles pour attirer l'attention, pour pouvoir discuter, porter des échanges, etc. Donc nous on se situe de façon complémentaire à toutes les actions qui sont en cours et qui sont très intéressantes. Et merci à vous, Salomé Guilbert, d'être venue nous rendre visite. Association plaisir. Déclic, vous en êtes la coprésidente et cette association est ouverte à toutes les bonnes volontés étudiantes et étudiants. Et jeunes actifs. Et jeunes actifs, parce que c'est ouvert aux jeunes actifs qui ont envie de s'engager et de porter ces fameux plaidoyers pour aller parler aux députés, à ceux qui font la loi. Et aux sénateurs. Et aux sénateurs qu'on n'oublie pas, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Merci Salomé Guilbert d'être venue nous rendre visite. Merci à vous, merci pour votre fidélité. L'émission est terminée, je vous retrouve évidemment très bientôt pour un nouveau numéro de Smart Job. Je remercie toute l'équipe, évidemment, Kylian à la réalisation, Mathieu au son. Je remercie l'équipe de programmation, Nicolas Juchat, accompagné de Laure Hélène. Merci à vous et merci pour vos messages d'ailleurs. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.